Bienvenue dans Une semaine dans le monde, c'est toute l'actualité de la semaine décryptée par nos éditorialistes. Avec nous cette semaine, Anne Niva, reporter de guerre indépendante. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Dans quelle France on vit ? Ça vient de paraître le 1er mars. Oui, c'est pas mon habitude d'écrire sur la France, Oui. mais voilà, j'ai enquêté en France comme d'habitude, je le fais dans les pays en guerre. Voilà, et donc là, une enquête qui fourmille de témoignages sur la manière dont les Français la vivent. colère des Français qui grondent dans des villes de France. Voilà, c'est à lire donc aux éditions Fayard. Ziad Limam, vous êtes directeur du mensuel Afrique Magazine. Également avec nous Claude Veil, chroniqueur politique, éditorialiste à Nice Matin, Var Matin. Et enfin Laure Simoès, directrice éditoriale de Cartooning for Peace. Je rappelle que Cartooning for Peace collabore activement au festival Cocobule du dessin de presse. Oui. C'est à Grand-Bassam en Côte d'Ivoire. Exactement, pratiquement un an jour pour jour après les attentats qui ont endeuillé à Grand-Bassam la Côte d'Ivoire le 13 mars 2016. Voilà, on est Cartooning for Peace, mais en partenariat avec France 24 et RFI. On est ravis de pouvoir soutenir l'association Tache d'encre, qui est l'association de dessinateurs ivoiriens. On va réunir comme ça du 16 au 18 mars à Grand-Bassam autour d'un festival des dessinateurs de presse et des BDistes d'Afrique, mais aussi d'Europe et du Moyen-Orient. À voir en Côte d'Ivoire, donc près d'Abidjan, pour ceux qui s'y trouvent. Merci beaucoup. Et dans l'actualité de cette semaine, d'abord, il y a ces combats pour faire reculer le groupe État islamique en Syrie et en Irak. À Mossoul, d'abord, la deuxième ville irakienne, tombée voilà bientôt 3 ans aux mains des djihadistes. L'armée est à l'offensive depuis maintenant une douzaine de jours pour reprendre la partie située à l'ouest du Tigre, le fleuve qui coupe la ville en deux. Le secteur aussi où sont repliés donc aujourd'hui les derniers membres du groupe État islamique. Il est question de quelques milliers de combattants, mais qui résistent avec acharnement dans ces quartiers urbains très densément peuplés où se trouve notamment à la vieille ville. Notre envoyé spécial Mathieu Mabin est avec nous en direct. Mathieu, le comité international de la Croix-Rouge s'alarme d'une information qui, si elle se vérifie, aurait évidemment des conséquences très graves. C'est l'usage d'armes chimiques dans des combats autour de Mossoul. Vous vous êtes rendu à l'hôpital d'Erbil. Oui, absolument. Nous avons, comme presque tous les confrères qui suivent cette actualité, reçu le communiqué du Comité international de la Croix-Rouge cet après-midi. Nous sommes à Erbil et effectivement, dans le communiqué, il est précisé que les blessés devaient être acheminés vers l'hôpital ouest d'Erbil. Donc nous y sommes rendus immédiatement et nous avons pu constater en effet que les médecins de la Croix-Rouge ont accueilli une douzaine de blessés qui viennent de Mossoul, qui viennent de l'ouest de Mossoul et qui présentent toutes les caractéristiques de blessés par armes chimiques. Nous avons échangé longuement avec eux, ils nous ont accueillis, nous ont présenté les blessés, une grande majorité d'enfants parmi eux, nous en avons compté 7 qui présentent en effet des traces évidentes d'exposition à des armes chimiques. Les médecins n'ont pas été extrêmement précis dans la description de la substance qui aurait pu commettre ces blessures. Le mot de chlore a été lâché. L'un des médecins nous disait que le chlore a pourtant une odeur tout à fait caractéristique et qu'il peut tout à fait s'agir d'autre chose. On a pensé au chlore immédiatement parce que le chlore est un produit extrêmement bon marché, facile à trouver et donc à portée de main des guerres du pauvre et notamment de l'organisation État islamique. Lorsque nous avons échangé avec ces blessés qui ont bien voulu nous raconter leur mésaventure, ils nous ont décrit les conditions de la frappe. Ils étaient tout simplement réunis chez eux dans un quartier qui était aux prises à de violents combats lorsqu'un obus a traversé le toit de leur maison et a explosé à l'intérieur de la maison, libérant un gaz. Il n'y a donc aujourd'hui absolument aucun doute possible. Ce que nous redoutions a fini par arriver. Ça n'est pas tout à fait la première fois lorsqu'on parle avec les militaires irakiens. Ils nous disent qu'ils ont déjà été exposés à des tirs d'armes chimiques en provenance de l'organisation État islamique. Les Peshmerga également, les combattants kurdes qui se sont opposés à l'organisation État islamique au cours des derniers mois, livraient les mêmes témoignages. Où en est l'armée irakienne en cette fin de semaine ? On en est à 12 jours maintenant dans l'offensive pour tenter de prendre ce qui reste encore actuellement aux mains du groupe État islamique, c'est-à-dire l'ouest, la partie ouest de Mossoul. Oui, cette partie ouest qui finalement, il faut séparer en deux objectifs bien distincts. L'objectif réel étant la vieille ville de Mossoul, cette partie jugée quasi imprenable par les militaires irakiens, par les officiers des forces de sécurité irakiennes qui sont extrêmement préoccupés par cette perspective. S'attaquer à la vieille ville de Mossoul, ça va être s'attaquer à des ruelles extrêmement étroites où le combat en localité, la guerre en ville va livrer ses règles les plus sévères, les plus dures. Vous savez que les forces de sécurité irakiennes ont déjà perdu un très grand nombre d'hommes, même s'ils sont discrets sur le bilan. Nous avons compté au sein d'une seule unité qui est la Golden Division, le
premier bataillon de la Golden Division, la division d'or désormais célèbre, à peu près un quart de l'effectif hors de combat, blessés ou tués pendant la conquête de l'Est de Mossoul. Ce sont des chiffres absolument unique, quasiment unique dans l'histoire de la guerre en ville. Anne Niva, qui est sur votre plateau, vous dira que les combats d'une telle violence restent extrêmement rares et rappellent le XXe siècle. Il y a une vraie inquiétude au moment de l'approche de cette vieille ville. Pour le moment, on doit considérer que le travail qui est réalisé par les forces de sécurité irakiennes est un travail de préparation du terrain et de conquête d'objectifs secondaires. Mais le noyau dur, encore une fois, sera cette vieille ville de Mossoul. Merci Mathieu Mabin qui suit donc pour nous cette offensive de l'armée irakienne à Mossoul. Anne Niva, une réaction. D'abord, qui a intérêt aujourd'hui à faire usage d'armes chimiques ? On pense spontanément au groupe État islamique à Mossoul, qui a aujourd'hui donc la main sur ce qui aurait pu être les stocks d'armes chimiques de Saddam Hussein, par exemple. Oui, bien sûr. Bon, je ne suis pas sur le terrain, c'est compliqué de le dire. Mais vous savez, cette guerre est sale. Et elle est sale depuis un bon moment. Moi, ça fait depuis 2003 que je vais en Irak pour couvrir la guerre. Donc là, en ce moment, et ça n'est toujours pas terminé. Donc ce qui se passe aujourd'hui et ce qu'a rapporté votre correspondant est essentiel, mais on ne sait toujours pas quand ça sera la fin. Et cette utilisation d'armes chimiques ne m'étonne pas du tout. Je l'ai vu en Tchétchénie, je l'ai vu ailleurs. On a un rapport de l'ONU qui dit que ça vient d'être utilisé à Alep, bien évidemment. Donc tous les moyens sont bons, je dirais, sur le terrain. Mais moi, je pense à cette vieille ville de Mossoul aujourd'hui. Effectivement, il faut que nos téléspectateurs comprennent bien qu'il y a ce Tigre, c'est-à-dire le fleuve Tigre, qui divise la ville, et que la partie orientale de Mossoul était relativement plus facile à prendre parce qu'elle est d'une population plus hétéroclite, avec des Kurdes, avec différents types de populations. Alors que de l'autre côté du fleuve, le côté occidental, c'est là où a toujours été le cœur des Arabes sunnites, pour la plupart plutôt pro-Daesh, pro-État islamique. Donc c'est encore aujourd'hui le nœud, parce que derrière, plus à l'ouest, ils peuvent se retirer vers Tal Afar, vers tout ce qu'ils contrôlent encore, tout ce que l'État islamique contrôle encore. Et il y a beaucoup de civils, il y a encore plusieurs centaines de milliers de civils. Et c'est pour ça que la division, même la division d'or irakienne, a du mal à avancer. Vous n'êtes pas surprise, donc vous parlez les dommages humains causés par ces combattants du groupe État islamique, que les Américains estiment en gros à 2000 aujourd'hui à Mossoul, contre une armée, l'armée irakienne, appuyée par des bombardements américains ? Non, je ne suis absolument pas surprise, mais l'armée irakienne a beaucoup de mal à trouver sa force dans cette bataille de Mossoul. Souvenez-vous à quel point on a eu du mal à la faire avancer, à la constituer, à décider de qui allait y aller. Qui constitue cette armée irakienne ? Il y a des milices chiites, il y a des représentants du gouvernement de Bagdad, il y a des Kurdes, il faut le mettre tout le monde d'accord. C'est très compliqué parce que n'oubliez pas que derrière ça, juste après, on a le point le plus important, auquel évidemment, quand c'est la bataille, personne ne pense, qui est la politique. Qui va contrôler Mossoul une fois qu'elle sera revenue dans le giron, si je puis dire, de Bagdad ? Oui. C'est évidemment la question qui se pose. C'est la raison pour laquelle les milices chiites, d'ailleurs, n'ont pas participé à cette bataille de Mossoul. Officiellement, elles n'ont pas participé. Oui. Mais elles ont participé à toutes les autres, et notamment à la reprise de Fallujah. Et elles sont extrêmement puissantes à Bagdad. Et elles sont indésirables, on l'imagine, aujourd'hui à Mossoul. Les Peshmerga, eux, restent en périphérie également. Si on peut dire une chose, c'est qu'il y aura de la vengeance, et cela sera sanglant. Entre chiites et sunnites. Ça illustre ce qu'on vient de dire, la propreté des combats. C'est une véritable lutte à mort. Ça veut dire aussi qu'on n'arrivera sans doute pas à trouver de solution à court terme, quand bien même Mossoul tomberait, entre guillemets, aux mains de l'armée, ou serait reconquise demain par l'armée irakienne. Non, mais on l'a souvent dit sur ce plateau, la reconstruction de l'Irak et de l'Orient post-mandataire, comme disent les intellectuels et les universitaires, c'est une vraie discussion. Comment réécrire un État fédéral ou au moins suffisamment fonctionnel en Irak, comme on va faire en Syrie, parce que alors là c'est encore plus grave. Je nuancerais peut-être un tout petit peu ce qu'a dit Anne sur les Arabes sunnites. C'est vrai qu'il y a de la part des Arabes sunnites irakiens une grande méfiance de l'armée irakienne. De là à dire qu'ils sont tous pro-Daesh, je pense que c'est non, pas du tout. Un petit peu. Non, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais la population à Mossoul, qui vient de vivre pendant 2 ans sous l'emprise de Daesh, a du mal immédiatement
il y a des Concrètement, solidarités tribales aussi qui échappent Bien sûr. même à notre lecture, des solidarités familiales, etc. Mais je pense que la plupart de ces civils sont tout simplement pris en otage d'une situation qui les dépasse. D'abord parce qu'ils sont bien conscients qu'ils vivent dans un réduit, et donc il suffit de regarder ce qui s'est passé à Alep pour voir comment on peut traiter ce cible militairement. Et donc il y a un vrai problème. Et le deuxième problème, c'est comment accepter, pour ces grandes populations sunnites, comment accepter une autorité irakienne qui n'est pas perçue comme totalement légitime, puisqu'elle serait aux mains des intérêts chiites et voire de l'Iran derrière, et tatati et tatata. Et n'oubliez pas les Kurdes. Voilà. Et le troisième point qui pour moi est important, c'est le silence ou le brouillard américain. Parce qu'il est clair que les Américains sont sur le terrain d'une manière ou d'une autre, sur le plan militaire. Ça, moi, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas espion, je ne suis pas agent, mais je me doute que ces divisions irakiennes sont soutenues logistiquement, techniquement, militairement, intellectuellement, bref. Mais on entend à Washington une espèce de truc qui dit rien du tout. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de position américaine. Je rappelle quand même qu'on a un président qui a dit qu'il liquiderait l'État islamique en 30 jours. Oui. On en est à, je sais pas, 60, enfin, 55, j'ai oublié. Mais donc ça manque là en ce moment. Et puis, dernier point, la Russie qui joue son propre rôle aussi en Syrie, mais donc pourquoi pas un peu plus loin, les Turcs. Enfin, c'est quand même extrêmement instable. Et comme toujours, les populations civiles sont celles qui trinquent. Et comme disait Anne, la guerre est dégueulasse, il faut toujours le rappeler. Je rappelle encore une fois qu'à Alep, on ne s'est pas embarrassé des principes de la guerre propre. Bien sûr. Et d'ailleurs, vous parlez d'Alep, toujours pas de solution évidemment politique en Syrie, puisque les négociations de Genève viennent de s'achever. L'opposition parle d'un maigre progrès. On a commencé à envisager la transition politique, mais on n'en est visiblement qu'au début. Les dessins peut-être cette semaine avec leur Simoès. Ouais, pour revenir sur la bataille de Mossoul, un dessin de Osama Hajjaj, dessinateur jordanien, pour Kaggle Cartoons. On voit effectivement ce drapeau de l'État islamique qui se démantèle. Mais que deviendront ces petites pièces isolées, ces petites pièces isolées? Est-ce que c'est pas des bombes à retardement encore plus redoutables? Donc c'est une question intéressante qui est posée par ce dessin. D'autant que, comme le dit Joep Bertrams, dessinateur des Pays-Bas, toujours pour Kaggle Cartoons, l'État islamique est encore rusé malgré tout. C'est le titre, Still Tricky, encore rusé. Il peut être complètement détruit, malmené et puis en piteux état. C'est pas fini. Et puis, comme on vient de le dire, effectivement, voilà, dans cet étau entre la coalition et puis l'État islamique, c'est toujours les victimes de Mossoul qui sont prises en étau. Et puis on sait qu'il y a aussi, je crois, 28 000 déplacés. On voit le petit ballot, 28 000 personnes déplacées dans des camps de fortune. Bref, enfin, c'est une vraie tragédie. On passe à l'autre sujet aux États-Unis, où Donald Trump n'en finit pas de débattre avec les accusations d'intelligence avec ennemi, en l'occurrence la Russie. Après son conseiller à la sécurité nationale, Michael Flynn, poussé à la démission le mois dernier, c'est désormais le secrétaire à la justice qui est sur la sellette. Jeff Sessions s'est entretenu avec l'ambassadeur russe à Washington juste avant d'entrer en fonction. Or, le problème, c'est qu'il avait nié tout contact lors de son audition au Sénat, ce qui l'oblige aujourd'hui à se récuser dans toutes les investigations à venir qui pourraient avoir lieu, notamment à propos de la campagne électorale de Donald Trump. Ziad Limam, plusieurs élus républicains avaient demandé à ce qu'il se récuse, mais les démocrates vont plus loin et réclament sa démission. C'est facile de tenir après ça. Il y a au moins parjure, semble-t-il. C'est qu'aux États-Unis, le mot parjure, ça rigole pas. C'est la tôle. Je veux dire, normalement, il démissionne, il va en prison. Enfin bref. Non, ce qui est assez incroyable dans cette histoire, c'est que toutes les tentatives du clan raisonnable de stabiliser cette présidence et qui ont été cette tentative de stabilisation incarnée par le discours devant le Congrès qui était très, j'allais dire, contrôlé, prompteur, pas de digression, pas d'énormes conneries, etc. À chaque fois, ça repart en arrière sur un dossier qui, malgré tout, même si on a un peu de scepticisme, même si on se dit que notre paranoïa russe, même si on se dit que les Russes sont peut-être pas capables à ce point-là de manipuler le monde entier, il y a quand même un problème. Il y a un problème qui s'aggrave, et la presse américaine, vous la connaissez, en plus, comme on n'arrête pas de la traiter de fake news et de menteurs, donc ils sont motivés sur un dossier qui est
qui peut mettre cette présidence en réel danger, hein, parce que là, c'est quand même des disques. Vous avez utilisé un mot un peu fort, l'ennemi, mais c'est la Russie, c'est un adversaire sur la scène globale. On va parler de la Russie avec Anne Niva qui connaît bien. Je Mais vais juste dire oui. une anecdote là-dessus. Oui. Peut-être. Oui. C'est-à-dire qu'à Moscou, il y a 2 jours, le vice-ministre des Affaires étrangères russe s'est moqué de ces accusations permanentes de la presse américaine, parce qu'il venait de rencontrer dans un couloir l'ambassadeur de Russie, et il a dit « Oulala, je vous approche surtout pas parce que vous allez être accusé d'espionnage ». Ça illustre le voilà, climat, oui. ça, c'est ce qui se passe dans la presse russe. Bon, au moins on en rigole. Claude Veil, Je sais pas. c'est le sparadrap du capitaine Haddock, finalement, cette histoire de le coup de pouce en fait qu'aurait donné la Russie à Donald Trump pour son élection. Il va pas finir de le payer, ça, non? Il fait pas bon être l'ami des Russes en ce moment. Hein. En France aussi, Oui. Washington, Pensez à François Fillon, on va en parler. les candidats des Russes ont des problèmes. Les conditions de l'élection américaine et l'implication des services soviétiques, enfin tout ce qu'on leur attribue, Russe. russes, pardon, avec des méthodes soviétiques, disons. Elles n'ont pas changé, Tout c'est ça sûr. a créé l'enquête n'est pas faite. En réalité, le fond de l'affaire n'est toujours On va vers la nomination d'un procureur indépendant, vous pensez? je pense. Ouais. Mais de toute façon, tant que le dossier n'aura pas été véritablement purgé, et on ne peut pas se fier au point de vue des interlocuteurs russes, il y a à Washington un travail qui va se poursuivre et qui en effet est un truc qui va empoisonner longtemps la présidence Trump, aussi longtemps que l'affaire n'aurait pas été définitivement tirée au clair, parce que si... Alors, je pense qu'il y a une part de rumeur et une part de vérité, comme toujours, et des constructions paranoïaques autour de ça, y compris dans la culture américaine. Il y a une fantasmagorie anti-russe qui est très ancienne, qui remonte à la guerre froide et à l'affaire des extraterrestres. Enfin, il y a tout un cinéma que se fait l'Amérique à propos de la Russie, qui prête aux Russes probablement plus qu'ils ne peuvent et plus qu'ils ne font. Mais oui, mais qui avait disparu un petit peu, qui revient. Et qui revient et qui Étonnamment. est réactivé par la personnalité de Poutine, par le durcissement des par relations, Trump. Et par Trump, et par Trump, Les et deux par la supposition que la Russie aurait manipulé l'élection américaine. Ah, mais c'est quand même embêtant, rapidement, qu'un ministre de la Justice, c'est très ennuyeux, hein, Bah oui. dit aux gens je n'ai contraint de se récuser, je n'ai surtout. pas Oui, vu et de ensuite, se et après rétracte. il dit je suis désolé, je les ai vus. Mais C'est quand même en le ministre de soi, la En Justice. soi, c'est on peut bénin, quand même mais dire le fait qu'en qu'il soi, ait le dit mensonge. menti, c'est qu'il a quelque chose à cacher. Oui, mais c'est-à-dire c'est rencontrer raisonnable. des ambassadeurs des pays des uns des autres Ça n'a n'est rien pas en d'extraordinaire. soi Oui, mais exactement pourquoi il était une gouverneur infraction. Mais En pourquoi ne campagne l'a-t-il pas dit? électorale Mais pourquoi et en ne- période de n'a-t-il pas dit transition. Sénateur Pourquoi de est-il l'Alabama. revenu sur ce qu'il a dit, absolument. C'est la question qui restera en suspens. On va voir les dessins dans un instant avec Laure quand au retour de la semaine dans le monde, puisque la deuxième partie c'est tout de suite. Restez avec nous. Les observateurs, ligne directe. Nous sommes ici devant le centre humanitaire de Paris avec notre observateur ESAT. Ce centre a ouvert fin 2016. Il doit loger